Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Merci aux éminents confrères en face et aux excellents confrères de la partie civile. J'avoue que c'est avec un grand intérêt que j'ai écouté les confrères de la défense et j'ai retenu 4 points. La défense sollicite le rejet des réquisitions présentées par le ministère public tendant à la requalification des faits pour les raisons ci-après. Premièrement, pour choses jugées par rapport à l'arrêt rendu par la Cour suprême qui avait statué sur la requalification. Deuxièmement, pour non-respect, selon eux, du principe de la légalité des délits et des peines. Troisièmement, pour non-rétroactivité de la loi pénale de fond. Et enfin, quatrièmement, pour l'inapplicabilité des conventions internationales, notamment le statut de Rome. En réponse à ces questions, je commence par la première sur la prétendue chose jugée par rapport à l'arrêt rendu par la Cour suprême ayant statué sur la demande de requalification des faits. Je voudrais que nous fassions une distinction nette entre la phase de l'instruction préparatoire et la phase de l'instruction définitive. L'instruction préparatoire est dépassée dès l'avènement de l'ordonnance de renvoi devant ce tribunal criminel. Ce n'est pas l'arrêt de la Cour suprême qui a saisi votre juridiction, Monsieur le Président, mais c'est plutôt l'ordonnance de renvoi rendue par le pôle des juges d'instruction. Cela veut dire quoi, Monsieur le Président? Que votre tribunal n'est pas lié à cet arrêt rendu par la Cour suprême. Ensuite, Monsieur le Président, rien ne s'oppose juridiquement que votre tribunal requalifie les faits qui vous sont soumis. Ce sont les faits qui doivent être requalifiés et non des décisions, Monsieur le Président. Le tribunal est saisi des faits, le tribunal n'est pas saisi des décisions de justice. Et nous sommes en phase d'instruction définitive. À cette phase, Monsieur le Président, lorsqu'à la lumière des débats, l'une des parties, et non la moindre, le ministère public, donc le poursuivant, estime que les faits qui sont en train d'être examinés par le tribunal sont aussi graves, voire même plus graves, que ceux contenus dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel. Je pense que c'est un droit pour le ministère public et d'ailleurs un devoir pour lui de solliciter la requalification de ces faits en crime contre l'humanité. Et cette réquisition, Monsieur le Président, je pense qu'elle est légale dès lors qu'elle a été faite sur le fondement des dispositions de l'article 405 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, je rappelle que, en faisant ces réquisitions, le ministère public n'a fait que se joindre à la partie civile qu'il avait sollicité, qu'il a dénoncé, qui a martelé depuis le début de ce débat sur le fait que les crimes qui ont été perpétrés au stade du 28 septembre constituent des crimes contre l'humanité. Dès lors, Monsieur le Président, nous pensons que
ces réquisitions tendant à la requalification qui sont venues s'ajouter à la demande de la partie civile doivent être déclarées recevables et fondées. Sur le prétendu non-respect du principe de la légalité des délits et des peines. Pour la défense, en 2009, le crime contre l'humanité n'était pas prévu dans notre législation. En conséquence, leurs clients ne sauraient être poursuivis et jugés sur la base de ces crimes. Mais, Monsieur le Président, il y a lieu de rappeler à la défense que le statut de Rome prévoyant les crimes contre l'humanité et les sanctions y afférentes a existé avant 2009. Et ce statut de Rome a été ratifié par la République de Guinée le 14 juillet 2003, soit 6 ans avant la commission des crimes au stade du 28 septembre. Autrement dit, Monsieur le Président, les crimes contre l'humanité et les sanctions prévues ont existé avant la commission des crimes au stade du 28 septembre. Cela veut dire que ces crimes ont été prévus dans cette législation internationale, donc dans cette convention, et les sanctions également ont été prévues. Et dès lors que la Guinée a ratifié ce statut de Rome, le statut est immédiatement applicable sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi, Monsieur le Président, l'argument de la défense tombe en brèche. Sur le troisième point, sur le principe de non-rétroactivité de la loi pénale de fond. Pour la défense, le statut de Rome n'est pas applicable dans le cas d'espèce au détriment du Code pénal guinéen. Mais à la lecture de l'article 6 du Code pénal de 2016, je vais me permettre de faire la lecture très rapidement. Cette rétroactivité est bien prévue. Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation passée en force de choses jugées lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Monsieur le Président, le Code pénal guinéen, à l'époque des faits, c'était le Code pénal de 1998. Ce code prévoyait à l'époque la peine de mort que nous avons tous combattu ici pour demander l'abrogation. Alors que le statut de Rome prévoit la perpétuité. Alors si on ne devait pas requalifier, si c'est le code pénal guinéen de 1998 qui était en vigueur à l'époque des faits, qui devait être applicable, tous les accusés qui seront déclarés coupables allaient être condamnés à mort. Alors, entre cette loi ancienne et la loi nouvelle, quelle est celle qui est applicable? En procédure pénale,
il y a beaucoup d'enseignants dans votre groupe là-bas. Nous savons que lorsque la loi de fond est plus douce pour l'accusé ou pour le prévenu, c'est cette nouvelle loi qui s'applique. Ça, c'est le principe. Lorsque la nouvelle loi est plus douce que l'ancienne, c'est la nouvelle loi qui s'applique. Vous voulez amener vos clients à la peine de mort? Non, nous n'allons pas vous suivre. Compte tenu de notre humanisme, nous demandons l'application de la loi nouvelle, le statut de Rome qui prévoit la perpétuité. Nous sommes contre la peine de mort. Donc, Monsieur le Président, quand on vous dit qu'il y a violation du principe de l'égalité des délits et des peines, ce n'est pas du tout vrai dans la mesure où, au moment de la commission des crimes, au stade du 28 septembre, à la même date en 2009, les crimes contre l'humanité existaient déjà et les sanctions existaient et la République de Guinée avait ratifié. Donc, il n'y a pas violation du principe, il n'y a pas, comment dirais-je, violation du principe de l'égalité des délits et des peines. Et le principe de la rétroactivité ici, de la nouvelle loi pénale de fond, doit s'y appliquer. Sur le quatrième point, l'inapplicabilité des conventions internationales, notamment le statut de Rome. Pour la défense, ce statut est inapplicable à leurs clients. Or, il est de principe sacro-saint. La ratification d'une convention internationale et sa publication au journal officiel de la République entraîne son application immédiate. Je vais vous donner quelques exemples. C'est le cas de la Convention internationale sur le droit des enfants. Cette convention a été appliquée par la République de Guinée pendant plusieurs années, alors qu'elle n'avait pas été internalisée dans notre législation interne. Vous, les magistrats, vous l'avez appliquée dans vos décisions en choisissant l'intérêt supérieur des enfants, l'article 3 de la Convention internationale sur le droit des enfants. Alors que le Code de l'enfant ne l'avait pas prévu. Monsieur le Président, nous le savons par expérience. La Convention internationale contre la torture, cette convention a été appliquée en République de Guinée depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Avant même que le Code pénal guinéen ne le prévoie en République de Guinée. Le traité OHADA, qui est le dernier traité, est-ce que ce traité oblige les pays membres à l'internaliser dans leur législation interne? Non, pas du tout. C'est la même chose. Nous devons nous dépasser. La loi supranationale, comme son nom l'indique, elle est au-dessus des lois nationales. Lorsque vous regardez le préambule de la Constitution de 2020, Monsieur le Président, la République de Guinée proclame son attachement aux textes internationaux en la matière ratifiés par la République de Guinée. Ça, c'est la dernière constitution, quoique critiquée, qui s'attache à l'application des textes internationaux dès lors qu'ils sont ratifiés. Lorsque vous regardez les dispositions des articles
73 et 74 de la charte de la transition. Je vais vous lire très rapidement ces dispositions. Article 73. Les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication au journal officiel de la République une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Article 73 de la Charte. Article 74. Les traités et accords internationaux précédemment conclus par la République de Guinée et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur sous réserve de réciprocité. Ça, c'est le dernier texte qui a valeur de la Constitution en République de Guinée, qui reconnaît qu'une fois que la Guinée ratifie une convention internationale, cette convention s'applique immédiatement dès sa publication au journal officiel de la République. Cherchez-moi le Code civil. Le Code civil, Monsieur le Président, en son article 9, dernier alinéa sur l'ordonnancement juridique en République de Guinée, prévoit, Monsieur le Président, les lois prises au sens large obéissent à la hiérarchie suivante dans l'ordre décroissant d'importance: la Constitution, les conventions, accords et traités internationaux, la loi, l'ordonnance, le décret, les arrêtés et les décisions. Cela veut dire, Monsieur le Président, qu'après la Constitution, les conventions et accords internationaux sont au-dessus de nos lois ordinaires. Et le Code pénal guinéen est une loi ordinaire. Monsieur le Président, dès lors que nous avons ratifié le statut de Rome, le statut devient applicable. Il entre en vigueur en République de Guinée dès après sa publication au journal officiel. Et les faits pour lesquels nous sommes là, Monsieur le Président, ont été commis 6 ans après la ratification du statut de Rome par la Guinée. Quel est le texte juridique, Monsieur le Président, qui prévoit l'internalisation du statut de Rome pour son application en République de Guinée? Quel est ce texte juridique? Je veux qu'on m'oppose ce texte juridique. Nulle part, il n'existe. Mieux, Monsieur le Président, dans le cas d'espèce, le tribunal aura à répondre à un certain nombre de questions. Premièrement, est-ce qu'il y a eu attaque le 28 septembre 2009 au stade du même nom, perpétrée par des militaires, des gendarmes, des policiers, des nouvelles recrues et des mercenaires? Est-ce qu'il y a eu? Je pense que la réponse est affirmative. Est-ce que cette attaque était généralisée et systématique? Là également, la réponse est affirmative. Est-ce que cette attaque était dirigée contre une population civile? Sans doute, c'est sans commentaire. C'est une population civile qui était au stade. C'est une population civile qui était aux alentours du stade. C'est une population civile qui a été attaquée dans leur domicile, dans leur foyer, Monsieur le Président. Puisque nous sommes là pour les événements malheureux de la journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Monsieur le Président, aucun militaire, aucun gendarme, aucun policier n'a été blessé ce jour. À plus forte raison recevoir une balle. Il n'y a que des civils
qui ont payé. Il n'y a que des civils qui ont été massacrés. Il n'y a que des civils qui ont été violés. Il n'y a que des civils qui ont été violentés. Il n'y a que des civils qui ont été victimes de pillages. Il n'y a que des civils qui ont été victimes d'esclavage sexuel. Aucun homme en uniforme n'a été victime ce jour. Le chef d'état-major de la gendarmerie nous a expliqué ici qu'aucun gendarme n'a été blessé et aucun engin de la gendarmerie n'a été endommagé. C'est ça, la vérité. La dernière question, est-ce que cette attaque s'était déroulée en toute connaissance de cause? Monsieur le Président, vu la coordination entre tous ces corps au moment des faits et sur le terrain, nous avons constaté que chaque groupe a soutenu l'autre. Chaque groupe a assisté l'autre. Puisque qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir pris le stade en otage, certains ont lancé des gaz lacrymogènes. D'autres sont venus tirer à bout portant. D'autres sont venus poignarder. Et d'autres ont arrêté, embarqué dans des camions, dans des pick-up, même dans des Land Cruiser, des véhicules de l'État, pour déporter les gens au camp Al-Faya et au camp Koundara, et dans des lieux inconnus, pour les torturer pendant des jours, des nuits, pour les réduire à l'esclavage sexuel. Monsieur le Président, donc, nul doute qu'il y a eu une connaissance de cause. Tous les membres, tous ceux qui sont intervenus ce jour au stade, tous les acteurs connaissaient les préparatifs de cette attaque. La planification de cette attaque. Ils ont participé à cette attaque. Ils ont suivi l'exécution de cette attaque. Ils ont suivi l'évolution de cette attaque jusqu'à la fin, Monsieur le Président. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant de cette attaque, Monsieur le Président. Je vais vous lire très rapidement les dispositions de l'article 194 du Code pénal guinéen. 194 qui nous définit ici le crime contre l'humanité. Constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cause de cette attaque. Meurtre. Qui peut dire qu'il n'y a pas eu meurtre au stade? Extermination. Qui peut contester qu'il y a eu extermination? Réduction en esclavage. Qui peut contester qu'il y a eu réduction en esclavage? Déportation ou transfert forcé de population dans les différents camps. Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. Sans commentaire. Torture. On vous a expliqué ici comment les gens ont été torturés. Les séances de torture, 2 fois ou 3 fois par jour, au camp Koundara et ailleurs, au camp Alpha Diallo. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité corporelle. Comme mon confrère l'a dit ici,
Nous avons tous versé des larmes ici. Il y a même des femmes qui ont été évanouies ici parce qu'elles ne peuvent pas raconter leur histoire. Et à tout moment, nous avons conseillé ces femmes de sortir, surtout au moment de la projection de ces vidéos. Nous avons conseillé à ces femmes de sortir pour ne pas tomber en syncope ici, Monsieur le Président. Persécution de tout groupe. Nous le savons, il y a eu persécution ici. Les gens ont été insultés, menacés, torturés à cause de leur appartenance. Monsieur le Président, je me limite ici. Tous ces actes criminels, cruels, de la part des pervers, constituent, Monsieur le Président, des crimes contre l'humanité. Le ministère public a bien fait de déposer ces réquisitions tendant à cette requalification. Elle est la bienvenue, Monsieur le Président. Nous l'avons demandé, nous l'avons dénoncé. Nous avons toujours voulu que le tribunal juge cette affaire sur la base de ces crimes contre l'humanité. Nous ne sommes pas en train de plaider, Monsieur le Président, mais nous vous demandons très respectueusement de déclarer cette réquisition ou ces réquisitions recevables et fondées et de requalifier les faits pour lesquels nous sommes là pour crimes contre l'humanité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vous avoue que c'est avec un sentiment mitigé que je prends la parole ce matin pour répondre aux réquisitions tendant à la requalification des faits poursuivis devant le tribunal criminel de Dixine. Monsieur le Président, le ministère public n'a pas su faire ressortir dans ces réquisitions ce qui pouvait être attendu. Le ministère public requiert la requalification en se fondant sur les dispositions des articles 405, 406 Code de procédure pénale, 194 et suivant du Code pénal, traitant les infractions qualifiées comme relevant de la compétence de la CPI, puisque prévu par le statut de Rome. Mais Monsieur le Président, à travers les réquisitions dans ce dossier, une image risque d'être donnée à notre système judiciaire. Cette image, nous tous, acteurs de la chaîne judiciaire, doit contribuer à sa qualification. L'on peut se tromper, mais vous allez relever que le ministère public n'a pas été à mesure de vous indiquer
la moindre disposition légale dans le code de procédure pénale pouvant lui permettre de requérir la requalification des faits contenus dans l'acte de saisine de votre juridiction. Mais Monsieur le Président, dans ces réquisitions, le ministère public souhaiterait voir votre tribunal requalifier les faits poursuivis par devant le tribunal criminel en crime contre l'humanité. Monsieur le Président, peut-être que ça a échappé à l'attention du ministère public, mais il est censé savoir qu'avec notre nouveau code de procédure pénale et notre nouveau code pénal, les infractions érigées ou classées comme infractions relevant de crimes contre l'humanité sont des infractions graves dont la poursuite, l'instruction et le jugement échappent à la compétence des tribunaux ordinaires. L'article 724, 725, 726 du Code de procédure pénale sont très clairs. Si vous demandez la requalification, alors que vous n'êtes même pas compétent pour engager des poursuites, on demande à un tribunal de requalifier en des faits dont le tribunal d'ailleurs ne serait pas compétent pour connaître. Je me demande, qu'est-ce qu'on ferait alors du caractère lié et obligatoire de votre acte de saisine? Nous connaissons les modalités par lesquelles une juridiction criminelle est saisie. Vous avez un arrêt de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction. Cet arrêt vous lie, Monsieur le Président, distingué assesseur. Mais qu'est-ce qu'on ferait de cela? Vous allez relever que les articles, désormais avec l'entrée en vigueur de notre code de procédure pénale, que ces faits-là, désormais, ne peuvent être poursuivis et que leur instruction ou leur jugement relève exclusivement de la compétence du tribunal de première instance de Conakry. Ce n'est pas cette juridiction, en tout cas, qui maintient nos clients contre leur gré pour certains cas, puisque de l'autre côté, le ministère public a toujours cherché à faire dire et à faire admettre qu'il s'agissait d'une constitution de prisonniers. Et pour d'autres cas, des détentions préventives exagérées, dépassant largement tout délai légal et raisonnable.
Mais Monsieur le Président, avec ces réquisitions, peut-être que le ministère public a été un peu surpris par les écritures des partis civils, des activistes des droits de l'homme, mais parfois qui ne prennent pas en compte les exigences en matière pénale. Monsieur le Président, les conventions et traités, leur valeur, leur application, leur mise en œuvre varient selon leur nature. Il faut le savoir. La matière pénale, elle n'est pas la matière civile, elle n'est pas la matière commerciale. La matière pénale est d'ordre national. Il faut le savoir. Et tous les États du monde, comme d'ailleurs rappelé par le statut de Rome, non seulement dans le préambule, mais également dans l'article 1er du statut de Rome, il est expressément indiqué que la Cour pénale internationale, en tant que juridiction permanente, compétente pour connaître les infractions, les 6 infractions indiquées, est une juridiction complémentaire. Mais c'est quoi? Quand on parle de complémentarité, on complète quelque chose. Mais ça, c'est le français facile, ça. Avant d'aller dans l'esprit, mais qu'est-ce que la lettre dit? On vous dit que la CPI complète. Mais vous pouvez compléter dès lors que vous n'avez même plus de place. Tous les actes de poursuite, les actes d'instruction et jusqu'à ces fameuses réquisitions, les actes de jugement ont été brillamment menés d'une part, même si nous, avocats de la défense, déplorons parfois les moyens et les manières, ainsi que des violations au détriment de nos clients ayant caractérisé ces faits. Monsieur le Président, jusqu'en 2010, après la ratification du statut de Rome par la République de Guinée, jusqu'en 2010, la République de Guinée n'avait même pas encore signé une quelconque convention de complémentarité ou de coopération. Statut de Rome, c'est beau, mais si c'est du droit pur. Ce même statut, en son article 80, vous pouvez lire concernant l'application des peines, règle la question. Mais on nous a fait perdre du temps ici, Monsieur le Président. Lorsque, malheureusement, le jour, ces réquisitions ont été communiquées, j'étais ailleurs. Quand j'ai vu 32, 34 pages, j'ai dit, ah non, c'est bon. Mais malheureusement, lorsque je l'ai lu, j'ai dit, est-ce qu'on a même besoin d'écrire? Est-ce qu'on, en tout cas pour
ceux qui au moins sont habitués à des procédures pareilles. Non. Si vous prenez l'article 80, Monsieur le Président, du statut de Rome, concernant l'application des peines, si le parquet avait fait un peu lecture de ces dispositions, il n'allait pas requérir la requalification de ces faits-là, des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Mais d'une part, ça se comprend. Le parquet peut-être se dit que les parties, les accusés, avec ce rythme-là, on s'achemine vers leur acquittement pur et simple. Monsieur le Président, l'article 80 du statut de Rome dispose le statut, l'application des peines par les États et le droit national. Rien dans le présent chapitre n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application du droit des États qui ne prévoit pas les peines prévues par le présent chapitre. Mais qu'est-ce que le ministère public cherche à nous faire traîner lorsque des poursuites irrégulières, lorsque des actes d'instruction et lorsque le jugement des faits pour lesquels ces poursuites ont été engagées sont en train d'être menées. Monsieur le Président, il y a dans le cas de l'espèce, il n'y a aucune circonstance, aucun moyen, aucun motif susceptible de faire espérer le ministère public dans ses réquisitions de requalification des faits. Cet aveu d'impuissance du parquet s'est même retrouvé même dans ses propres écritures, où, je ne sais pas à la combienième page après les dispositions légales, où le ministère public parle. Monsieur le Président, à la 32e page, dernier paragraphe, qu'aussi elle doit envisager les faits dont elle a été saisie sous toutes les formes de qualification possibles et n'a nullement l'obligation de demander au prévenu. Monsieur le Président, vous êtes saisi. Quel est l'acte de votre saisine? C'est connu. Reportons-nous aux faits tels qu'exposés par cette ordonnance, confirmé par la Cour d'appel, contre lequel arrêt le pourvoi a été rejeté. Qu'est-ce que cette ordonnance
retient comme fait, ce sont des faits d'assassinat, des faits de meurtre, cette ordonnance nullement n'a parlé des faits de crimes contre l'humanité. Monsieur le Président, peut-être que le ministère public entretient des difficultés à faire le distinguo entre les faits et la qualification. Puisque parfois, dans la pratique, malheureusement, dans la plupart des procédures, Monsieur le Président, distingué assesseur, nous les professionnels, malheureusement, nous assistons plusieurs fois à cette confusion où le ministère public n'est pas en mesure de faire la différence entre les faits et les qualifications. On vous dit, vous êtes poursuivi pour abus de confiance. Est-ce qu'abus de confiance est un fait? Mais il faut qu'on fasse la différence entre le travail intellectuel juridique susceptible d'être effectué et qui correspond à des comportements qui en réalité constituent des faits. On ne vous dira jamais pour avoir détourné, on vous dit vous êtes poursuivi pour abus de confiance. Mais c'est grave. L'abus de confiance, ce n'est pas un fait. C'est une qualification. Mais c'est pourquoi, Monsieur le Président, chaque fois, dans ce dossier, nous vous demandons la défense de vous départir de certaines considérations, de certaines pratiques. Le droit évolue. Ce procès-là doit servir, en tout cas de jurisprudence, et inspirer les futurs magistrats qui sont aujourd'hui des auditeurs de justice, des étudiants de droit. Ce procès-là est suivi. Ce procès-là, Monsieur le Président, pour la première fois en République de Guinée, des années plus tard, vous trouverez quelqu'un qui serait à mesure de vous faire revivre tout ce qui s'est passé dans ce dossier. C'est extrêmement important. Nous devons avoir à l'esprit, en tout lieu, en toutes circonstances, Monsieur le Président, moi je n'interviendrai plus sur les techniques d'acrobates du parquet qui consistaient à considérer les articles, les dispositions des articles 208, 295 du nouveau code comme étant des dispositions plus douces. Mais Monsieur le Président, lorsque vous prenez la douceur ou la sévérité d'une peine, ne s'analyse pas seulement sous l'angle de la peine principale. Il y a des catégories de peines. Lorsque c'est la même peine principale, une peine complémentaire, lorsqu'elle est plus sévère qu'une autre peine, la disposition ayant prévu la peine complémentaire sévère est considérée comme la disposition la plus sévère. Mais les représentants du ministère public sont des grands techniciens
de la procédure. Mais parfois, les faits sont têtus. C'est vrai, vous êtes en difficulté, mais il n'y a pas d'échappatoire. Vous ne pouvez pas être sauvé. C'est impossible juridiquement. Et lorsque vous prenez les dispositions, les comportements, aujourd'hui qualifiés de crimes contre l'humanité, quand vous prenez les dispositions, les peines, Monsieur le Président, il ne faudrait pas oublier cet aspect est essentiel. C'est la clé de voûte dans cette affaire. Elle a été développée par Maître Lansina Sylla. La durée de la période de sûreté, 30 ans, Monsieur le Président. Mais c'est prévu par les articles 114 et suivants. Mais qu'est-ce qu'on fait de cela? Mais il ne faut pas voir seulement un alinéa ou une peine principale. Poursuivez un peu l'analyse jusqu'aux peines accessoires. Ça vous permettra, Monsieur le Président, de savoir entre les deux dispositions quelles sont les dispositions les plus sévères. Mais si on prend seulement la période de 30 ans, alors que l'autre là, qui était puni par la peine de mort. Mais, Monsieur le Président, la peine de mort, il y a ce qu'on appelle, ces dispositions-là étaient tombées en désuétude, vous le savez. Ce n'est pas le premier procès criminel, là. Nous avons suivi à bas âge. La toute dernière peine de mort. Après cette audience, on en parlera. C'est la toute dernière décision prononcée en République de Guinée. Mais depuis lors, c'est vrai, c'est ça aussi le droit. Puisque, Monsieur le Président, vous savez mieux que moi que la peine a des buts. Monsieur le Président, le principe de la légalité a été éloquemment développé. C'est d'ailleurs l'une des conditions de recevabilité, même devant la CPI. Hein. C'est prévu par le statut de Rome. C'est évident. Pour les faits là, les personnes aujourd'hui poursuivies dans cette affaire, tant que ce procès-là est en cours, même le procureur de la CPI ne peut plus poser d'acte de poursuite à leur égard. C'est une condition. Mais qu'est-ce qu'on fait de cela, Monsieur le Président? Distinguez assesseurs. Le ministère public va vous demander de requalifier pour des faits, pour des infractions qui n'avaient pas été définies, punies. On vous demande de... Vous n'êtes pas législateur. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vais vous épargner des développements largement effectués par mes précédents confrères de la défense, et le tout
dans le sens de la qualification des décisions à intervenir dans ce procès. Ça y va et ça ira toujours dans l'intérêt du droit. On peut se tromper. Parfois, il y a des demandes qui sont présentées, même fort intérieurement, le parquet se dit que c'est des demandes déjà rejetées. Monsieur le Président, si vous prenez, pour terminer, l'article 441 du Code de procédure pénale, nous sommes en matière criminelle. Nous sommes en matière criminelle. C'est là pour trouver le siège. Mais après examen par vous de tous les éléments du dossier, est-ce qu'on est à cette phase? Est-ce que les débats sont clos? Contrairement à la procédure correctionnelle, en matière criminelle, les débats doivent être déclarés clos. Monsieur le Président, le législateur, ce n'est pas pour de rien, a prévu à employer des termes. Si le tribunal estime que les faits poursuivis constituent un crime, il ne dit pas constitue le crime, parce que s'il le dit, constitue le crime, ça fait référence à l'acte de saisine, aux qualifications sous lesquelles votre juridiction est saisie. Mais constitue un crime, c'est une autre phase. À ce stade de la procédure, Monsieur le Président, nous vous prions respectueusement de bien vouloir ordonner la continuation des débats pour que moi, mon pauvre client victime, Brahima Kamaradi Kalonzo, pour que on puisse au moins lui présenter les pièces à conviction qui seraient retenues contre lui. Le code de procédure pénale est organisé. La phase, nous sommes à une phase où nous devons avoir les pièces, les éléments, et s'il n'existe pas, s'il n'est pas versé au-dessus de la procédure des pièces à conviction, que cela soit dit de façon péremptoire et que acte nous en soit donné, Monsieur le Président, pour nous permettre de continuer. Dans l'examen de la cause, vous verrez l'opportunité, mais ce qui est sûr, on ne peut pas dire qu'on est d'abord incompétent à poursuivre, alors qu'on avait mené tous les actes de poursuite, on continue de poursuivre et dire encore que le parquet a d'autres desseins. Nous vous voyons venir, mais depuis... Mais je le réitère, nous vous attendons de pied ferme. Ce n'est pas ce que vous voulez, là, cette requalification. Ce temps perdu-là, nous savons comment le rattraper. Nous allons le faire rattraper. C'est évident. Ce que vous cachez, ce serait sûr. Ça va être dit, puisque il faut que ça soit dit. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous avez la lourde charge, avec vos assesseurs, sur le fondement des dispositions de l'article 408, de faire état de tous les éléments, tous les points de droit développés par voie de conclusion. Moi, je suis très à l'aise dans les procédures comme ça, mais je veux que le niveau du débat soit un peu élevé. Nous ne sommes pas devant des juridictions, devant une juridiction internationale. M. Kamel a rappelé, elles sont les seules compétentes et habilitées à faire application du statut de Rome. Mais, Monsieur le Président, ce débat ne devrait pas avoir lieu. C'est pourquoi
il y a lieu d'ordonner la continuation en temps opportun dans votre décision. Après examen de tout, vous apprécierez. Mais ce qui est sûr et impossible juridiquement pour un juge, pour une juridiction, c'est de s'auto-saisir. Lorsque vous n'êtes pas saisi des faits, vous ne pouvez pas vous auto-saisir de cela. Pour le moment, l'acte de saisine de votre juridiction ne fait nullement cas aux faits susceptibles d'être qualifiés de crimes contre l'humanité. L'ordonnance, je ne veux pas vous faire lire les faits tels que rappelés, mais il suffit simplement de voir combien de fois ça a été développé, Monsieur le Président. Sur le reste des éléments, je fais sienne, je fais mienne les moyens antérieurement développés par la défense dans cette affaire. Mais nous l'avons dit, nous continuerons à le dire. Tant qu'il s'agit du droit de la procédure, Monsieur le Président, n'hésitez pas. Nous n'accepterons pas que entorse soit faite à la procédure. Les questions d'appréciation de faits peuvent varier, mais des principes généraux s'imposent et au tribunal et aux parties. Je vous remercie.